Bienvenue sur la chaîne Traces perdues, février 1971. Une jeune fille, un uniforme scolaire et une route sombre à Drummondville. Ce soir-là, l'innocence a croisé le chemin d'un prédateur, laissant une cicatrice ouverte dans l'histoire criminelle du Québec. Le meurtre d'Alice Paré n'est pas seulement un dossier froid, c'est une énigme forensique qui hante encore la province plus de 50 ans plus tard. Qui a tué Alice? Et surtout, cet homme a-t-il frappé à nouveau? Aujourd'hui, nous rouvrons ce dossier glacé avec une analyse complète et inédite. Si vous soutenez notre travail de mémoire et d'investigation, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner et à activer la cloche. Votre engagement est essentiel pour nous permettre de continuer. Pour saisir l'ampleur de la tragédie d'Alice Paré, il faut d'abord s'immerger dans la réalité du Québec de février 1971. La province traverse une métamorphose profonde, la Révolution tranquille. C'est une ère de modernisation accélérée où les structures traditionnelles s'effacent devant l'urbanisation. Drummondville, situé au cœur du centre du Québec, est l'épicentre de ce changement. Traversée par la rivière Saint-François et connectée par la nouvelle autoroute transcanadienne, la ville est un carrefour où l'économie locale est en pleine ébullition. Les familles de la classe moyenne commencent à accumuler une certaine richesse, un capital qui leur permet d'offrir à leurs enfants des privilèges comme l'éducation musicale. C'est une période de prospérité et d'optimisme où l'argent circule librement. Mais cette modernisation a un prix, l'anonymat grandissant. La sécurité implicite des petites communautés, où chacun veille sur son voisin, commence à se diluer dans le flux incessant des nouvelles opportunités et des étrangers de passage. C'est dans ce décor contrasté que vit Alice Paré, 14 ans. Le 17 février 1971 est un mercredi ordinaire. Alice, studieuse et responsable, se rend à son cours de musique au pavillon Gilles Fortin, au 466 rue Saint-Jean. Pour ses parents, ce lieu est un investissement sûr pour l'avenir de leur fille. Une zone protégée dédiée à la culture. Il est 17h50 lorsqu'elle quitte le bâtiment. À cette date, le crépuscule est déjà passé. L'obscurité a envahi les rues, seulement brisée par les lampadaires et le reflet de la neige. Il fait froid, un froid qui vide les trottoirs. Alice, vêtue de son uniforme scolaire et portant probablement son instrument, entame sa marche vers la maison. En 1971, cette autonomie est la norme. Marcher seul n'est pas perçu comme un risque mortel, mais comme une simple routine. Pourtant, entre la sortie de l'école et son domicile, Alice disparaît. Elle s'évapore littéralement, sans un cri, sans un témoin. L'absence d'Alice déclenche immédiatement une angoisse sourde qui se transforme vite en panique. Le dossier policier est ouvert, mais les enquêteurs de la Sûreté du Québec font face à un ennemi redoutable, l'hiver. La neige qui tombe abondamment en février ne fait pas que recouvrir le sol. Elle efface les preuves, les traces de pneus, les empreintes de pas, les indices microscopiques. Tout est enseveli sous un manteau blanc en quelques minutes. Sans description de véhicule suspect ni direction de fuite, la police cherche une aiguille dans une botte de foin glacée. La communauté retient son souffle. Pendant 68 jours, Alice reste introuvable. L'économie de la ville continue de tourner, les gens travaillent, dépensent et vivent. Mais une ombre lourde pèse désormais sur Drummondville. L'innocence des années 60 vient de se heurter à une réalité prédatrice brutale. La vérité n'émerge qu'avec le printemps. Le 26 avril 1971, lors de la débâcle, le corps d'Alice est découvert à Sainte-Clotilde de Horton, à environ 25 km de là. Elle gît dans un boisé, à 60 pieds d'une route rurale isolée. Ce détail est crucial pour le profilage criminel. L'agresseur a fourni un effort physique intense pour transporter le corps sur cette distance dans la neige profonde, cherchant à la dissimuler loin des regards. Le fait qu'elle porte toujours son uniforme scolaire indique qu'elle a été tuée peu après son enlèvement. L'autopsie révélera qu'elle a été étranglée, une méthode qui implique un contact physique direct et une volonté de contrôle totale. Le tueur a pris le temps de conduire jusqu'à cet endroit désert, de disposer du corps et de disparaître, laissant derrière lui une famille brisée et un mystère qui allait défier la justice pendant des décennies. L'autopsie pratiquée sur la dépouille d'Alice Paré allait confirmer les pires craintes des enquêteurs et de la famille. Il ne s'agissait pas d'un accident, ni d'une fugue qui aurait mal tourné à cause du froid,
mais bien d'un homicide volontaire. La cause du décès, la strangulation, raconte une histoire brutale de domination. Contrairement à l'utilisation d'une arme à feu ou d'un couteau, qui sont des outils permettant une exécution rapide et parfois distante, la strangulation est un acte intime et prolongé. Elle exige que le tueur soit en contact direct avec sa victime, qu'il sente sa lutte, qu'il la regarde s'éteindre. Pour les profileurs criminels, cela indique un individu motivé par un besoin pathologique de contrôle absolu. Alice, du haut de ses 14 ans, n'avait aucune chance physique contre un homme adulte déterminé. Ce déséquilibre de force est au cœur du dossier. L'agresseur n'a pas cherché le profit financier. Il n'y a eu aucune demande de rançon, aucune tentative d'extorsion d'argent auprès de la famille Paré. Le paiement qu'il cherchait était purement psychologique, une gratification sombre obtenue par la violence. La scène de crime à Sainte-Clotilde de Horton, bien que dégradée par 2 mois d'exposition aux éléments, offrait des indices cruciaux sur la logistique du tueur. Le choix de cet endroit précis, un boisé en bordure d'un rang rural, démontre une connaissance géographique spécifique ou une audace calculée. Pour arriver là, il fallait conduire. Et pas seulement quelques minutes. Le trajet depuis le centre-ville de Drummondville implique de quitter les zones éclairées, de s'engager sur des routes secondaires moins fréquentées, comme la route 122, et de s'enfoncer dans l'obscurité de la campagne. Cela nous renseigne sur le statut économique du suspect. En 1971, posséder un véhicule fiable, capable de rouler en hiver sur des routes de gravier enneigées sans tomber en panne, nécessitait un certain niveau de revenus. Ce n'était probablement pas un marginal sans ressources. Le tueur avait du capital, un emploi, peut-être une vie de famille qui lui servait de couverture. Il s'insérait dans la société, invisible derrière le volant d'une voiture de classe moyenne, payant son essence et ses factures comme n'importe quel citoyen respectueux des lois. C'est cette normalité apparente qui rend la traque si difficile. Le détail des 60 pieds, la distance entre la route et l'endroit où le corps a été déposé, est une mesure de l'effort et de la peur. Pourquoi faire l'effort de traîner un corps inanimé sur près de 20 mètres dans la neige profonde de février ? Un criminel désorganisé ou paniqué aurait pu simplement pousser la victime hors du véhicule et s'enfuir. Mais cet homme a pris le temps. Il voulait retarder la découverte. Il voulait que la neige recouvre tout avant que le soleil ne se lève. Ce calcul froid a fonctionné. Il a gagné 68 jours. 68 jours pendant lesquels les preuves microscopiques se sont détériorées, les alibis se sont floutés et la mémoire des témoins potentiels s'est effritée. Lorsque la Sûreté du Québec a pris le contrôle total de l'enquête, elle faisait face à un vide forensique. À cette époque, la science de l'ADN n'existait pas. Les enquêteurs cherchaient des empreintes digitales, des fibres, des traces de pneus. Mais le dégel du printemps avait transformé le sol en boue, effaçant les marques de pneus laissées en février. L'uniforme scolaire d'Alice, bien que préservé visuellement, avait été lavé par la fonte des neiges, emportant avec elle les cheveux, la peau ou les fluides que l'agresseur aurait pu y laisser. L'enquête s'est alors tournée vers l'enquête de voisinage et les interrogatoires classiques, une opération coûteuse en ressources humaines et financières. Les policiers ont cogné aux portes, interrogé les habitués du pavillon de musique, vérifié les délinquants sexuels connus de la région, mais un problème systémique entravait leurs efforts, la cécité de liaison. À l'époque, le partage d'informations entre les différents corps policiers municipaux et la Sûreté du Québec se faisait par téléphone, par fax ou par courrier. Il n'y avait pas de base de données centralisée et informatisée permettant de croiser instantanément les profils. Si le tueur venait d'une autre juridiction, s'il était un voyageur de commerce traversant Drummondville pour affaires, il pouvait facilement passer à travers les mailles du filet. Le budget alloué aux enquêtes criminelles, bien qu'important, ne pouvait combler les lacunes technologiques de l'époque. Des récompenses ont été offertes, des sommes d'argent substantielles pour 1971, dans l'espoir de délier les langues. L'argent est souvent un puissant motivateur pour briser le silence, mais dans le cas d'Alice Paré, même l'appât du gain n'a pas suffi à faire sortir le coupable de l'ombre. La ville de Drummondville a changé après ce printemps 1971. La peur s'est installée durablement.
Les parents qui laissaient autrefois leurs enfants marcher seuls vers l'école ou les cours de musique ont commencé à organiser du covoiturage. La vente de verrous et de systèmes de sécurité a probablement connu une hausse. C'est l'impact économique invisible du crime. Il modifie les comportements de consommation et les routines quotidiennes. La liberté a un coût, et soudainement, ce coût semblait trop élevé. Les semaines se sont transformées en mois. Le dossier 115 700 1218 001 est resté actif, posé sur le bureau d'un enquêteur, s'épaississant de rapports négatifs et de fausses pistes. L'absence de résolution a créé une plaie ouverte dans la communauté. On se demandait, est-il encore là? Est-ce que je l'ai croisé à l'épicerie? Est-ce qu'il conduit cette voiture qui vient de passer? Le tueur, lui, avait repris le cours de sa vie. Il avait réussi le crime parfait selon les standards de 1971. Mais les criminologues savent que ce genre de pulsion s'éteint rarement d'elle-même. La violence est une addiction. Et comme toute addiction, elle finit par exiger une nouvelle dose. 15 mois vont s'écouler. 15 mois durant lesquels l'hiver 1971 laisse place à l'été 1972. La vie semble avoir repris son cours normal. L'économie du Québec continue de croître, les gens partent en vacances, l'insouciance tente de refaire surface. Mais le prédateur, ou un autre qui lui ressemble étrangement, rôde toujours. La géographie du crime va se déplacer, mais le modus operandi va résonner comme un écho terrifiant. Nous quittons Drummondville pour nous diriger vers Saint-Philippe, une autre petite municipalité. C'est là que le destin va frapper à nouveau, et cette fois, un indice crucial va émerger. Un indice coloré, métallique, un symbole de statut social de la classe moyenne, une voiture, pas n'importe laquelle, une Buick. Alors que le dossier paré commençait à prendre la poussière, un nouvel événement allait relancer la machine judiciaire et peut-être enfin offrir une piste tangible vers le monstre qui se cache derrière ces agressions. Le silence de février 1971 allait être brisé par un nouveau cri en juillet 1972. Nous faisons un bond dans le temps de 15 mois. L'hiver impitoyable de 1971 a laissé place à la chaleur lourde de l'été 1972. Le Québec a continué sa course vers la modernisation, les autoroutes sont plus fréquentées que jamais et l'économie provinciale bat son plein. Dans ce climat de croissance, où l'achat d'une voiture neuve est le symbole ultime de la réussite sociale et de l'accès à la richesse, un autre drame se prépare. Nous sommes le 13 juillet 1972 à Saint-Philippe, une municipalité de la rive sud de Montréal. Ursula Schulze, une jeune femme de 19 ans, attend l'autobus. Comme Alice Paré, elle est étudiante. Comme Alice, elle dépend des transports et de la marche pour ses déplacements quotidiens, une vulnérabilité inhérente à ceux qui n'ont pas encore leur propre véhicule. Ursula ne le sait pas encore, mais elle est surveillée. Le scénario qui s'est joué dans l'ombre à Drummondville va se répéter ici, mais avec une différence capitale. Cette fois, il y a des témoins. Et cette fois, la mort aura un son différent. Des témoins oculaires rapportent avoir vu Ursula être forcée de monter dans un véhicule. Contrairement au silence absolu de la rue Saint-Jean, l'enlèvement de Saint-Philippe est un événement visible, chaotique. La description du véhicule suspect devient instantanément la pièce maîtresse de l'enquête, l'élément le plus précieux que la police ait obtenu en 2 ans. Les témoins décrivent une voiture de couleur rouge vin ou rouge-brun. Certains parlent d'une Toyota, d'autres, plus précis, identifient une Buick Skylark. En 1972, une Buick Skylark n'est pas une voiture banale. C'est un véhicule de milieu de gamme, robuste, spacieux, typique de la classe moyenne nord-américaine. Posséder une telle voiture implique un certain statut financier. Cela suggère que le propriétaire a un revenu stable, un emploi régulier, peut-être dans la vente ou l'administration. Ce n'est pas le véhicule d'un vagabond. C'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, celle qui se fond dans le trafic de l'heure de pointe, celle qui stationne dans les allées des banlieues pavillonnaires. Cette couleur spécifique, le bordeaux, était très en vogue chez General Motors à l'époque, ce qui, paradoxalement, rend la voiture à la fois identifiable et commune. Le corps d'Ursula Schulze est retrouvé le lendemain, le 14 juillet, derrière un ancien entrepôt de savon sur le rang Saint-Claude. La géographie de la disposition du corps résonne étrangement avec celle d'Alice Paré. Encore une fois, une zone rurale.
Encore une fois, un rang isolé, loin des regards indiscrets, accessible uniquement par quelqu'un qui est prêt à quitter l'autoroute principale. Cependant, l'autopsie révèle une évolution terrifiante dans le mode opératoire du tueur. Alice avait été étranglée. Ursula a été tuée par balle. Pour les experts en criminologie, ce changement est significatif. L'étranglement est gratuit mais physiquement exigeant et risqué. La victime peut se débattre, griffer, laisser de l'ADN sous les ongles. L'utilisation d'une arme à feu représente un investissement dans l'efficacité du crime. Le tueur a peut-être appris de sa première expérience avec Alice. Il a peut-être trouvé que la résistance physique était trop difficile à gérer, trop imprévisible. En acquérant une arme, il a acheté la distance et la certitude. Il a rationalisé son processus de meurtre, cherchant à minimiser ses propres risques. C'est le signe d'un prédateur qui s'adapte, qui apprend et qui peaufine sa technique pour devenir plus efficace, un peu comme une entreprise cherche à optimiser ses opérations. Le lien entre les deux affaires n'est pas immédiatement confirmé par la police de l'époque en raison des frontières juridictionnelles et de l'absence de preuves balistiques dans le cas Paré. Pourtant, la théorie du véhicule fantôme commence à prendre forme. Si le même homme est responsable des deux crimes, cela signifie que cette Buick Skylark rouge vint rôder probablement dans les rues de Drummondville en février 1971. Le conducteur, cet homme à l'apparence respectable, capable de financer l'achat d'une voiture et d'une arme, utilise le réseau routier du Québec comme un terrain de chasse étendu. Les autoroutes, symboles de l'économie moderne, deviennent ces corridors de violence. Il peut frapper à Drummondville, rouler 45 minutes, jeter le corps et rentrer chez lui pour le souper. Il peut répéter l'opération à Saint-Philippe 15 mois plus tard. La mobilité est son arme principale. Elle lui permet de fragmenter ses crimes géographiquement, compliquant la tâche des enquêteurs locaux qui ne voient qu'une pièce du puzzle, alors que lui voit l'ensemble de l'image. L'hypothèse d'un tueur en série opérant sur les routes du Québec gagne en crédibilité lorsqu'on analyse les similitudes de victimes, des jeunes filles, étudiantes, interceptées lors de moments de transition, sorties de cours, attente de bus. Le profil qui se dessine est celui d'un opportuniste organisé. Il ne connaît probablement pas ses victimes à l'avance. Il patrouille. Il cherche la vulnérabilité. Il investit du temps et de l'essence dans la recherche de la cible parfaite. La Buick rouge devient un personnage à part entière dans ce récit macabre. Elle est la cage mobile, le lieu où l'innocence bascule dans l'horreur. Combien d'autres femmes ont croisé cette voiture sans savoir qu'elles frôlèrent la mort? Combien de fois ce véhicule a-t-il été garé sur un parking de supermarché ou devant une maison de banlieue, son propriétaire saluant ses voisins comme si de rien n'était? L'horreur de ces crimes réside dans cette banalité apparente. Le monstre ne se cache pas dans une grotte. Il conduit une voiture populaire et paie ses taxes. Ce bond technologique du tueur, passant des mains nues à l'arme à feu et l'identification du véhicule, aurait dû mener à une arrestation rapide. Mais les années 70 sont une époque différente. Les bases de données de plaques d'immatriculation ne sont pas interconnectées en temps réel. Retracer toutes les Buick Skylark rouges du Québec est une tâche administrative titanesque, coûteuse en heures hommes, et les ressources policières sont limitées. De plus, le tueur a peut-être changé de véhicule ou l'a fait repeindre, un investissement minime pour garantir sa liberté. Les dossiers Paré et Schultz, bien que liés par la tragédie et la géographie, commencent à refroidir. Cependant, ils laissent derrière eux des indices que le temps ne peut effacer totalement. Des indices qui, des décennies plus tard, seront réexaminés sous la loupe de nouvelles technologies et par une nouvelle génération d'enquêteurs tenaces qui refusent de laisser ces investissements de violence impunis. Les années se sont transformées en décennies. Le dossier d'Alice Paré, tout comme celui d'Ursula Schultz, a rejoint les archives poussiéreuses des cold cases. Pour la société, la vie a continué, dictée par les cycles économiques et les changements politiques. Mais pour les familles, le temps ne guérit rien. Il ne fait qu'accumuler une dette morale insupportable. Ce silence de 50 ans met en lumière une faille systémique dans la géographie du crime au Québec. Les chercheurs et les criminologues modernes commencent à tracer des parallèles troublants entre ces affaires et le phénomène de la Highway of Tears en Colombie-Britannique.
Les autoroutes québécoises, ces artères vitales pour le commerce et la prospérité financière de la province, ont aussi servi de corridor de violence. L'autoroute 20, la route 132, l'autoroute 10, ce réseau sophistiqué permet à un prédateur de minimiser ses coûts opérationnels. En moins d'une heure, il peut enlever une victime, commettre l'irréparable, disposer du corps dans une autre juridiction et disparaître dans le flux anonyme du trafic interurbain. Cette mobilité à faible coût pour le criminel représente un défi exorbitant pour les forces de l'ordre, dont les budgets et les juridictions étaient, à l'époque, strictement cloisonnés. Face à l'incapacité de l'État à résoudre ces crimes historiques, une nouvelle force a émergé, la société civile. L'organisation MDIQ, Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, fondée par Stéphane Luce, incarne cette prise de pouvoir citoyenne. Là où les budgets publics s'épuisent et où les dossiers sont classés inactifs faute de nouvelles preuves, des organismes comme MDIQ investissent leurs propres ressources. Ils n'attendent pas que la police agisse, ils agissent. Ils financent des campagnes d'affichage, offrent des récompenses monétaires pour briser la loi du silence et utilisent des technologies de pointe que même certains services de police hésitent à déployer pour des cas aussi anciens. L'utilisation de sonars à balayage latéral pour sonder les rivières, comme la Saint-François ou le Richelieu, démontre une professionnalisation de l'enquête privée. Ces équipements, d'une valeur considérable, permettent de voir ce qui est caché sous l'eau depuis des décennies. Bien qu'Alice ait été retrouvée sur la terre ferme, cette approche proactive souligne un changement de mentalité. On ne cherche plus seulement des témoins, on cherche des preuves physiques oubliées, des véhicules immergés, des objets métalliques que le temps n'a pas détruits. C'est dans ce contexte de révision historique que le chercheur et historien Éric Veillette a apporté une contribution majeure au dossier Alice Paré. En plongeant dans les archives, en relisant les rapports d'époque avec un œil neuf, libre des préjugés de 1971, il a mis en lumière l'existence potentielle d'un nouveau suspect. Ce travail est ce qu'on appelle la légalistique de papier. Il ne s'agit pas d'ADN ou d'empreintes, mais de logique pure. Veillette a identifié des incohérences dans les alibis fournis à l'époque. Il a repéré des noms qui apparaissent dans le dossier Paré et qui résonnent étrangement avec les descriptions du dossier Schulz. Ce suspect, un homme qui aurait eu entre 20 et 40 ans au moment des faits, correspondrait au profil socio-économique du conducteur de la Buick. Quelqu'un d'intégré, de mobile, peut-être un homme dont le travail justifiait des déplacements fréquents entre Drummondville et la rive sud. L'identification de ce nouveau suspect ne signifie pas une condamnation immédiate, mais elle offre une cible précise pour les enquêteurs du Cold Case Squad de la Sûreté du Québec. Cela justifie de nouveaux investissements en temps et en expertise pour vérifier si cet individu est toujours en vie ou si ses descendants peuvent fournir des réponses. La persistance de ces crimes non résolus, incluant le meurtre de Chantal Rochon en 1988, retrouvée elle aussi dans un boisé, suggère une pathologie territoriale. Que ce soit le même homme agissant sur 20 ans ou plusieurs prédateurs utilisant le même mode opératoire dicté par la géographie des lieux, le résultat est le même, des familles ruinées émotionnellement et une justice en faillite. La page dédiée à Alice Paré sur le site de la Sûreté du Québec, avec le numéro de dossier toujours actif, est un rappel constant que l'affaire n'est pas close. C'est un appel à l'investissement du public. Chaque information, chaque souvenir d'une voiture Bordeaux aperçue en 1971 ou 1972, chaque rumeur de village concernant un voisin au comportement étrange, possède une valeur inestimable. Aujourd'hui, avec l'avènement de la généalogie génétique, la moindre trace biologique conservée sur l'uniforme d'Alice, un échantillon qui aurait coûté des millions à analyser il y a 20 ans et qui est maintenant accessible pour quelques centaines de dollars, pourrait faire basculer l'enquête. Nous sommes à la croisée des chemins, là où la technologie moderne rencontre les fantômes du passé. Le tueur pensait avoir commis le crime parfait, profitant des limites de son époque. Mais il n'avait pas prévu le futur. Il n'avait pas prévu que la science et la détermination citoyenne deviendraient des actifs plus puissants que son silence. 53 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que la petite Alice Paré a quitté son cours de musique pour ne plus jamais revenir.
Pour le tueur, s'il est encore en vie, ces années ont été un cadeau immérité, un surplus de temps volé à sa victime. Il a peut-être vieilli, fondé une famille, pris sa retraite, profitant des fruits de son travail et de son capital, alors qu'Alice est restée figée à jamais dans son uniforme scolaire de 1971. Mais le temps, autrefois allié du criminel, est en train de changer de camp. La science forensique a évolué de manière exponentielle. Ce qui était invisible hier devient aujourd'hui une preuve irréfutable. L'uniforme d'Alice, conservé dans les scellés de la Sûreté du Québec, n'est plus seulement un vêtement. C'est une mine d'or biologique potentielle, avec les technologies comme le MVAC, capable d'extraire de l'ADN de tissus vieux de plusieurs décennies, ou la généalogie génétique qui permet de retrouver un suspect à travers ses cousins éloignés. L'anonymat du tueur ne tient plus qu'à un fil. L'affaire Alice Paré, tout comme celle d'Ursula Schultz, nous rappelle que la dette morale d'un crime ne s'efface jamais. Il n'y a pas de prescription pour la douleur des familles, ni pour la vérité. Le nouveau suspect, identifié par les recherches récentes, cet homme à la buick rouge vin, doit savoir que le dossier n'est pas clos. Quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Peut-être un mécanicien qui a nettoyé une voiture étrangement sale en février 1971. Peut-être un enfant devenu adulte qui se souvient des absences inexpliquées de son père ou d'un oncle nerveux. Ces secrets de famille sont des actifs toxiques qui rongent ceux qui les gardent. Il est temps de liquider ses comptes avec le passé. La récompense offerte n'est pas seulement financière, c'est le prix de la paix d'esprit pour une communauté qui a vécu trop longtemps avec un fantôme dans ses bois. En partageant cette histoire aujourd'hui, nous ne faisons pas que raconter un fait divers. Nous participons activement à la réouverture de l'enquête. Nous augmentons la pression sociale sur ceux qui savent. La mémoire d'Alice Paré mérite plus qu'un dossier poussiéreux. Elle mérite une résolution. Si vous détenez la moindre information, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, concernant le meurtre d'Alice Paré ou la Buick Skylark Bordeaux vue en 1972, contactez la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Ne laissez pas ce crime impuni. Alice marchait vers la lumière ce soir-là. Aidons-la à y arriver 50 ans plus tard. Merci d'avoir regardé cette enquête de traces perdues. N'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer à financer ces recherches et à donner une voix à ceux qui n'en ont plus.